Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Militantisme de type nouveau, c'est en substance le message de Bruno Armousseau aux militants de l'Union progressiste. Au thème de leur université de vacances, le président du parti Baobab a délivré un message de synthèse à l'issue de cette rencontre. Vous l'entendrez dans cette édition. 600 milliards de francs CFA d'investissement en terre béninoise, c'est à travers la construction d'un pipeline de plus de 2000 km du Niger au Bénin. Le ministre en charge des mines a présenté le projet. Et puis la problématique du foncier au cœur des échanges à Cotonou, un colloque international réunit plusieurs experts. Ils passeront au peigne fin les enjeux de ce facteur de développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette descente ce lundi au centre hospitalier départemental de Zoukoline, des forces armées béninoises. Le chef d'état-major général est allé s'enquérir de l'état de santé des rescapés de l'accident mortel survenu dimanche à Savè, où des militaires ont perdu la vie. Une délégation accueillie et conduite par le préfet du département du Zou, Firmin Couton, Michel Egbe et Doc Astito pour le compte-rendu. Ils sont 3 soldats blessés à recevoir la visite d'une délégation conduite par le chef d'état-major des forces armées au centre hospitalier départemental Zoukoline. Victimes d'un accident de circulation à Gobé dans la commune de Savè, ces soldats hospitalisés reçoivent ainsi la visite du contre-amiral Jean-Baptiste Haro, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre pour s'enquérir de leur état de santé. Le malade a eu un traumatisme du membre pelvien gauche avec un bilan radiologique, le cliché est devant, et qui montre un fracas. Donc tout le fémur du membre pelvien gauche est complètement fracassé. Donc il y a plusieurs fragments, mais la chance que nous avons ici, c'est que les fragments ne sont pas déplacés. Et je tiens à souligner ici que tous les 3 malades, aucun d'entre eux n'a eu un traumatisme crânien grave, ce qui fait qu'on n'a pas eu de cas de coma, il n'y a pas de lésions neurologiques. Donc c'est essentiellement les os qui sont concernés et à l'heure actuelle, ils sont tous vraiment stables. Un pronostic encourageant pour ces valeureux soldats. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que cet accident devait être plus triste et catastrophique. Effectivement, nous avons perdu quelques éléments. Sur le champ, on a perdu 2 éléments. Et en voulant transporter quelques-uns au niveau des hôpitaux, on a perdu aussi un élément. Je peux confirmer à ce jour que nous avons perdu malheureusement 3 éléments. Nous sommes venus tous pour soutenir d'abord ceux qui sont blessés et ensuite surtout pour présenter ou bien pour compatir aux douleurs des différentes familles qui sont éplorées. Et à la suite du chef de l'État, vraiment, je voudrais présenter toutes mes compassions à l'ensemble des éléments des forces armées, chef d'état-major en premier, et tous les éléments de l'armée, pour dire que nous sommes de cœur avec eux. Les patients seront ensuite envoyés au CNHU de Cotonou pour un traitement chirurgical à travers une ostéosynthèse. Une opération qui vise à rapprocher et maintenir les os fracturés dans leur position anatomique d'origine. Voyons à présent cette université de vacances. Les travaux de l'université de vacances de l'Union progressiste ont pris fin à Calavi au thème des 48 heures de réflexion en atelier. Le président Bruno Armousseau a fait la synthèse à travers un message et d'invite à un militantisme de type nouveau. On l'écoute au micro de Jérôme Mongbo et François Zinsou. Merci. Nous avons laissé la tribune
à des militantes et à des militants et nous nous sommes installés pour les regarder. Vous les avez regardés avec nous et vous avez constaté qu'en notre sein, la relève est là. Deuxième objectif que nous nous sommes fixés, nous voulons bâtir un parti discipliné, organisé. La discipline, vous nous en avez donné l'exemple durant ces 2 derniers jours. À l'heure, tout le monde est là. Lorsque la séance commence, tout le monde est en place. Lorsque nous allons, même au repas, tout le monde s'assoit. Lorsque nous revenons pour les séances, tout se passe dans la discipline. Nous sommes donc fiers de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'aucun parti individuellement ne peut réussir. Parce qu'aujourd'hui, cet objectif de discipline, d'organisation, vous venez vous-même d'en vivre l'exemplarité. Tout ce que vous avez entendu hier comme aujourd'hui montre qu'en notre sein, il est possible de sécréter des idées nouvelles. Il est possible de montrer qu'il y a une autre façon de faire ce qu'on appelait de la politique, qu'il y a une façon plus concrète, qu'il y a une façon de réfléchir avant d'agir. Cet objectif, nous l'avons aussi atteint. Alors, soyons collectivement fiers de ce que nous sommes. Engageons-nous à aller dans la direction que nous-mêmes nous nous sommes fixés. Si nous insistons pour que la différence avec les autres soit notre immersion dans la société, c'est parce que les ressorts que nous voulons utiliser pour transformer la société béninoise ne sont pas des ressources financières. Ce sont des ressources de conviction. Ce sont des ressources de proximité. Ce sont des ressources de vivre ensemble, de souffrance ensemble, d'agir tous les jours ensemble, avec le peuple. Parce que c'est de cette manière-là que nous apparaîtrons comme des acteurs du changement. Voilà un militant de type nouveau à l'Union progressiste. Les participants s'engagent à traduire dans les actes les directives tracées pour œuvrer à l'accompagnement des actions du gouvernement. On écoute quelques-uns au micro de Jérôme Ongbon et François Zissou. Aujourd'hui, plus que jamais, nous constatons que tout a changé. D'abord dans la tête des citoyens, par rapport à la conception de la vie politique, par rapport à la conception de la politique et surtout par rapport à la conception du militantisme dans notre pays. Vous avez entendu l'exhortation du président Bruno Amoussou qui nous oblige chacun de nous à aller parler aux nôtres, à aller parler dans nos maisons, à aller parler à nos parents pour leur dire que le baobab est le meilleur. Le militant progressiste aujourd'hui, je pars en connaissant les caractéristiques, les déterminants d'un militant progressiste. Je sais ce que le militant progressiste peut faire pour lui-même, dans son entourage immédiat, au sein du parti, pour pouvoir émerveiller et se faire distinguer. Ce qui m'a convaincu dans la démarche du chef de l'État, c'est que cette histoire de système partisan va changer le Bénin. Et nous sommes déjà en train de le voir. On n'avait plus que 600 voire 1000 partis dans le pays. Nous allons tout faire pour que vraiment au niveau de l'UP, nous allons essayer d'accompagner le chef de l'État dans son pied. Nous sommes chaque jour en train de construire davantage notre parti, de fortifier notre parti, de le renforcer. Nous sommes venus de forces diverses. Nous étions dans différents partis et depuis plus de 8 mois, nous nous sommes mis ensemble. Ce n'est pas encore ce que nous aurions voulu que ce soit, mais il faudrait que par ce genre de rencontre, nous apprenions à mieux nous connaître, nous apprenions à travailler ensemble, nous apprenions à aller de l'avant ensemble. Nous avons retenu que nous devons être des vrais militants, des militants qui sont prêts à se sacrifier pour la construction de notre pays, des militants qui
qui sont prêts à s'oublier, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour promouvoir les valeurs éthiques du parti dans lequel nous sommes. Nous travaillons au sein de l'Union progressiste pour aujourd'hui et pour demain. Bon, aujourd'hui, à travers ce que moi j'ai appris ici depuis hier, j'ai compris qu'il faut désormais jouer à proximité. Ce que nous cherchons, ce que nous voulons est déjà à côté de nous. Je voudrais juste inviter les militants à une réflexion, à changer les habitudes, parce qu'aujourd'hui la politique n'est plus ce qu'on faisait. Je suis politique, je vais applaudir ici, j'applaudis là, je suis dans plusieurs partis politiques et finalement je ne suis nulle part. Aujourd'hui ce n'est pas ça, tu t'affirmes et on doit savoir aujourd'hui, soit tu es républicain, soit tu es progressiste, soit tu es, mais il ne faut plus chercher à être partout. Être partout, finalement, on se retrouve à nulle part. Et c'est grave. Je suis fière d'être progressiste, je l'avoue. Je l'avoue devant le monde entier. Tout doit partir de la base vers une croissance durable. Et donc chacun, au plus petit niveau où il se trouve, doit se dire j'appartiens à un grand ensemble, je dois travailler pour promouvoir les valeurs du grand ensemble, soutenir ces valeurs dans mon petit milieu et faire en sorte que ensemble nous puissions nous unir pour être plus forts. Voyons à présent cette reconnaissance de Jean-Eudes Okundé, élu de la 9e circonscription électorale à l'endroit des populations pour leur soutien lors des dernières échéances électorales. Le député de la 8e législature est allé dire merci à sa base, à Dassa, Michel Egbe et Dorcas Tito. Des fournitures scolaires, des tables-bancs, des maillots, autant de matériel nécessaire pour le développement de la jeunesse. Jean-Eudes Okundé, député à l'Assemblée nationale pour la 9e circonscription électorale, veut à travers cette œuvre sociale remercier les populations de la commune de Dassa pour leur esprit de cohésion et d'unité lors des élections législatives du 28 avril 2019. À cause de ce cahier de 100 pages, l'enfant peut être déscolarisé. Parce que le papa va dire, je n'ai pas l'argent pour lui acheter un cahier de 100 pages. L'enfant va rester à la maison. Et on ne sait pas à quel sort. Donc, je vous remercie. On aura aussi pour les jeunes, des jeux de maillot. Donc, c'est très important parce que les jeunes vont jouer, ils vont se distraire. C'est une bonne chose. Donc, je vous remercie aussi beaucoup dans ce sens-là. Vous avez vu, il ne peut pas y avoir de développement sans la bonne éducation. L'honorable Okundé, dans son élan de bienfaisance, a pensé aux écoliers en achetant beaucoup d'ouvrages, en fabriquant beaucoup de tables et bancs pour nos écoles, parce que nos écoles en ont besoin. Le gouvernement aussi doit pouvoir être informé à partir de ce que je dis pour comprendre qu'il reste beaucoup de choses à faire chez nous ici. Les populations de la 9e circonscription électorale ont gagné le pari à elles confié lors des échéances électorales, d'où la reconnaissance de leurs fils. Ce que nous faisons ici, aujourd'hui, avec mon collègue, c'est juste un signe de reconnaissance de ce que vous êtes, des gens bien éduqués. Vous êtes des gens engagés aux côtés du chef de l'État. Je vois que le chef d'État nous aime. Il nous aime et il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est que nous soyons bien éduqués, que nous changeons de comportement et que le développement soit vraiment ce qui nous préoccupe. Un développement qui passe par l'union et la cohésion. Et on reste avec le bloc républicain, tournoi de football dans les arrondissements de Porto Novo, une initiative du bloc républicain. Les finales ont été jouées en présence de Donna Jean-Claude Rousseau, un des membres du bureau politique du bloc, Blaise Adampo et Wincessa Samoïmo. On lui connaît sa passion dans le domaine de l'énergie électrique. Mais Donna Jean-Claude Rousseau a également un penchant pour le sport. Le combat du développement, c'est aussi être en capacité de réunir la jeunesse autour d'un sport, le sport roi, qu'est le football. Du 10 août au 8 septembre, le groupe politique auquel il appartient,
le Bloc républicain a fait vivre la passion du football à la jeunesse de Porto Novo. Une passion à travers la première édition du tournoi du Bloc républicain. Nous avons lancé ce tournoi dans le seul but de réunir toute la jeunesse de Porto Novo autour du sport roi, afin de célébrer les couleurs du cheval gagnant, c'est-à-dire les couleurs de notre parti, le parti Bloc républicain dans la commune de Porto Novo. C'est à travers ce tournoi que le Bloc républicain est en train de montrer son ancrage au sein de Porto Novo et particulièrement au sein de la jeunesse. C'est pour ça que je félicite les organisateurs qui sont des jeunes dynamiques du Bloc républicain. L'ultime étape de la compétition est exceptionnelle avec 5 finales dans les différents arrondissements de la ville. C'est extraordinaire puisqu'il y a 8 équipes par arrondissement, c'est-à-dire 40 équipes au total ont compéti pendant plus d'un mois pour arriver maintenant à la phase finale. Très content, très content même, sinon on n'espérait pas avoir un tel ministre sur ce terrain aujourd'hui. La finale du 3e arrondissement entre les équipes de Olinda en jaune et Fonfon a le plus marqué les esprits par le positionnement tactique des joueurs sur l'aire de jeu. L'équipe championne est déterminée à la séance des tirs au but. Les joueurs de Fonfon sont plus adroits et réussissent 2 tirs contre 0 pour Olinda. Le trophée est pour l'équipe habillée aux couleurs bleues grenat. Il doit y avoir un gagnant et un perdant. Donc je les salue aussi. Je salue aussi le ministre qui a fait ce grand effort pour occuper les jeunes. Je suis beaucoup déçu, parce que sinon, si je le sais qu'au cours d'un match, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il faut avoir l'esprit sportif. La fête du sport roi moulé par le bureau du Bloc républicain dans la ville de Porto Novo ne s'arrête pas ainsi. Et la prochaine étape, c'est la finale des finales, c'est-à-dire les gagnants de chaque arrondissement avec le meilleur perdant vont se retrouver à nouveau pour compétir, pour qu'on puisse avoir finalement le gagnant des gagnants. Après le plaisir du football de cette année, la jeunesse de la capitale du Bénin pourra tourner le regard vers le Bloc républicain pour l'édition 2020. Autre actualité ce soir, la 4e phase du programme de renforcement des capacités d'action des femmes a pris fin par une restitution. Les dernières recommandations ont été données aux femmes potentielles candidates aux postes sélectifs et nominatifs au Bénin. C'était à Ouida, Huguette Ondelo pour le point. 155 femmes provenant des 7 départements du sud du Bénin, formées depuis 3 ans. Stratégie de planification, stratégie de mise en œuvre, c'est tout le processus d'une campagne électorale réussie qu'elles ont revisité. Les remerciements du consortium WANEP Rifonga Bénin à la coopération suisse pour son appui technique et financier. Également, les remerciements à CARE Bénin Togo pour son suivi rapproché. Le WANEP et le Rifonga Bénin se sont engagés avec vous dans la mise en œuvre de ce projet RICAFEM 4 avec pour objectif de vous doter, vous les bénéficiaires, les leaders, les femmes potentielles candidates, de connaissances, de compétences et d'outils qui vont vous aguerrir et vous permettre de jouer efficacement vos rôles en vue d'une représentation efficace et équitable des femmes dans les instances de prise de décision, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Le programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RICAFEM, est une initiative du consortium WANEP Rifonga Bénin. La phase 4 de ce programme porte sur l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin. Après avoir fini de dérouler toutes les activités et après que nous nous serions dit au revoir, que la dynamique que nous avons créée avec vous, que cette dynamique soit maintenue et que d'ici prochaines élections communales municipales, que vous soyez en état d'alerte pour saisir toutes les opportunités, faire en sorte que on puisse impacter à partir des résultats de ces élections en vue, que le programme RICAFEM 4 puisse réellement impacter la vie politique dans notre pays à travers une meilleure représentativité des femmes
dans les institutions, je veux dire les instances de décision. Ces femmes partent confiantes et promettent remporter le maximum de sièges dans les communes. L'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam est en pleine tournée de travail avec ses militants. Elle a rencontré des membres de la section littorale au cœur des échanges, des intentions politiques du dit mouvement. Patrick Ayadi. Elle a su trouver la passerelle entre la politique et la religion. L'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam, AJLDI Bénin, fait son entrée sur la scène politique pour accompagner les actions du gouvernement de Patrice Talon. L'objectif est d'impliquer l'ensemble de la jeunesse à soutenir la vision et les actions du chef de l'État et de se conformer aux exigences liées à la réforme du système partisan. Au nom donc de la communauté musulmane et de sa jeunesse, nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, de fortifier dans ses fonctions le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Mes remerciements à cette initiative qui vient de naître et qui fera de chemin au profit du chef de l'État, au profit du PAG et au profit de nous tous. Cette association est née pour l'unité de la communauté musulmane. Il a été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est l'unité qui est la force du croyant. Pour avoir son ancrage politique dans le littoral, l'AJLID Bénin a confié les clés de Cotonou à l'imam Fatiu Fadjou. Je mesure la délicatesse de la mission qui m'est confiée. Je voudrais donc devant Allah et devant vous tous ici présents prendre un ferme engagement d'œuvrer inlassablement pour l'atteinte de nos nobles objectifs à travers notre force de mobilisation au rang d'un véritable grenier électoral du littoral. Le département du Borgou sera la prochaine étape de cette série de tournées de mobilisation. Autre actualité, un investissement privé direct de plus de 600 milliards de francs CFA en terre béninoise, bientôt une réalité, et c'est à travers la construction d'un pipeline de plus de 2000 km du Niger à Semapodji. Le ministre en charge des Mines a présenté le projet ce jeudi 5 septembre lors d'une conférence de presse à Cotonou. Jérôme Mombo et Daniel Ada. Un pipeline de plus de 2000 km à plus de 600 milliards de francs CFA entre deux pays du continent. Cela ne court pas les rues. Les bonnes relations diplomatiques, économiques et commerciales entre le Bénin et le Niger ont pesé lourd dans le choix de cet axe pour l'exploitation pétrolière. C'est le pipe le plus long en Afrique, donc ça doit attirer l'attention de tous les pétroliers du monde. Quand on sait que l'entreprise également qui a décidé de faire cet investissement est pratiquement la plus grande entreprise en matière de pipe dans le monde, avec environ 180 000 km de pipe à travers le monde et plus de 150 000 emplois permanents qui ont été créés. Notre pays également participera désormais, d'ici 2 ans, une fois que les travaux seront terminés, à entrer sur la liste des pays qui abritent les pipes. Par ce projet historique, le Bénin va servir de couloir de transport à l'excédent brut du pétrole nigérien. C'est une tuyauterie en fait qui va conduire le pétrole transporté précisément, le pétrole produit au Niger à travers son territoire vers le couloir qu'est le Bénin pour l'exportation. C'est un pipe qui est constitué d'unités de tuyaux soudés bout à bout. Sur le territoire bénin, nous en aurons environ 5000 unités à souder ensemble. Et sur le long de ces 5000, ils seront installés 2 stations de pompage et la station terminale, mais également 24 vannes qui sont en fait des unités de sécurité pour permettre d'isoler des sections de pipe en cas d'incident ou de maintenance ou d'entretien d'une partie de ce pipeline. Il y a le terminal d'exploitation qui est là, où vont venir
accoster les différents pétroliers pour prendre le pétrole qui sera envoyé vers l'international. Lorsqu'on se réfère au chef de l'État demandant à son peuple il y a 3 ans de serrer la ceinture, ce gigantesque projet pourrait être de façon significative une porte de soulagement populaire. 500 emplois permanents à partir du début de l'exploitation de ce pipe. C'est 3000 emplois pendant les 2 années de construction. C'est aussi un projet qui va permettre à notre pays d'améliorer la mobilisation des ressources. Parce que le passage de cette quantité de pétrole par notre pays entraîne forcément des droits que nous allons engranger à travers la douane. Aussi, ce sont des activités commerciales, que ce soit la société mère WAPCO Bénin, ou soit les sociétés qu'on appelle les sous-traitants, forcément auront des impôts à payer. Et tout ça, la réunie, va améliorer de façon significative la mobilisation des ressources pour notre pays. Donc nous construisons à travers le PAG un Bénin du futur, un vrai Bénin du futur, qui pourra être donc autonome, qui pourra donc résister au choc extérieur que nous vivons actuellement par rapport aux situations de la sous-région que vous connaissez, dont nous nous préparons. Et c'est ce qui a été fait. Il faut diversifier donc les sources de revenus pour notre pays. Et voilà donc un projet comme celui-ci vient donc ouvrir, qu'on appelle le bal. Et lorsque dans un pays vous recevez 600 milliards d'investissements privés directs, ça attire la curiosité des autres investisseurs qui forcément vont s'intéresser au Bénin. Nous construisons à travers le PAG un Bénin du futur, un vrai Bénin du futur qui pourra être donc autonome, qui pourra donc résister au choc extérieur que nous vivons actuellement par rapport aux situations de la sous-région que vous connaissez, dont nous nous préparons. Et c'est ce qui a été fait. Il faut diversifier donc les sources de revenus pour notre pays. Et voilà donc un projet comme celui-ci vient donc ouvrir, qu'on appelle le bal. Et lorsque dans un pays vous recevez 600 milliards d'investissements privés directs, ça attire la curiosité des autres investisseurs qui forcément vont s'intéresser au Bénin. Parce que ça va faire naître d'autres services, d'autres besoins vont naître que nous n'avons pas. Les investisseurs vont donc arriver, s'installer et commencer également par mieux fouiller notre pays pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les travaux de construction vont démarrer entre décembre 2019 et janvier 2020 pour une durée de 2 ans. L'exploitation, quant à elle, se fera sur un minimum de 40 ans. La problématique du foncier focalise une fois encore les attentions à Cotonou. C'est à travers le 22e colloque international francophone pour l'évaluation environnementale. Un rendez-vous qui va permettre aux experts de passer au peigne fin les enjeux de ce facteur de développement. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Monique Thoron. Un parterre d'experts qui ont dans leur viseur le foncier, l'une des clés du développement aux enjeux à caractère transversal. Ici, la question est associée à l'évaluation environnementale, thème central de ce colloque international. Thème qui nous a été inspiré par la mise en œuvre de grands projets dans notre pays. Et lors de la mise en œuvre de ces grands projets, nous avons constaté qu'il y avait des problèmes fonciers, qu'il y avait des problèmes de déplacement de populations qui occupaient des zones de manière anarchique et qu'il fallait mettre un peu plus d'ordre dans ces fonciers-là. Ensemble, le colloque devrait nous permettre de comprendre le rôle des questions foncières et leur mode de régulation dans les domaines de l'évaluation environnementale, dans le domaine de la gestion de l'environnement d'une manière générale. Cette initiative découle d'une volonté politique de développer et de mettre en valeur l'expertise des pays francophones dans le domaine de l'évaluation environnementale et sociale, et qui, jusqu'à la création du CIFE, ne l'était pas suffisamment dans le cadre des instances internationales qui, souvent, sont d'origine anglophone ou de pays anglophones. La fin de cette rencontre de 72 heures sera le début d'un autre programme. Il s'agira de former les participants sur le thème « Évaluation environnementale et enjeux fonciers, la géomatique comme outil d'aide à la décision ». Je formule donc le vœu que ce 22e colloque du CIFE et son atelier de formation de Cotonou apportent aux participants des connaissances et expériences complémentaires susceptibles de vous aider à améliorer la qualité des rapports d'études d'impact environnemental et social, à anticiper les conflits, à apporter des jugements plus pertinents sur la qualité de ces rapports des US.
Le Bénin, qui s'est engagé dans une série de réformes pour l'amélioration du cadre de vie des populations, accueille pour la deuxième fois ce colloque du CIFE après le rendez-vous de 2001. Clôture des 9e assises du CAFE, le consortium africain des fonds pour l'environnement, une rencontre rotative qu'accueille donc le Bénin à Ouidah du 2 au 6 septembre 2019. Les travaux ont porté essentiellement sur le partage d'expériences pour une meilleure mobilisation des ressources financières en faveur de la conservation et de la mobilisation de la biodiversité. Lénaï Kabazaou et François Zissou. La jarre trouée de Dada Gezo symbolise ici le café, consortium africain des fonds pour l'environnement. Les responsables des fonds fiduciaires, membres de ce réseau, sont invités à la bouchée. Signe de mobilisation de financement pour la préservation de la biodiversité. Le défi du café. Au terme de ces 9e assises annuelles, beaucoup de résolutions sont prises. Nous voulons intensifier nos actions pour la sauvegarde des aires protégées. Nous nous donnons comme challenge de renforcer nos capacités de mobilisation de ressources financières au profit de la conservation de la biodiversité. Les différents échanges et débats ont été vraiment enrichissants. Les débats ont également porté sur le mécanisme de placement des fonds fiduciaires sur le marché financier, avec des consultants avérés, ce qui réjouit le conseil d'administration du FSOA, Fonds des savanes ouest africaines, qui est aussi membre du CAFE. Vous avez eu, pour ce faire, des professionnels assez avertis qui vous ont montré l'efficacité des dispositifs que vous avez en place et qui vous ont indiqué les améliorations que vous devez apporter afin que nous, qui sommes de la gouvernance, nous ayons le cœur tranquille. Ces assises ont bénéficié du soutien du ministère béninois en charge du cadre de vie et du développement durable. Sans être devenus des traders, vous êtes donc plus aguerris que par le passé pour donner une impulsion supplémentaire à chacun de vos fonds fiduciaires dans la mobilisation des ressources, leur investissement et leur gestion pour un financement accru de la conservation. Rendez-vous de partage d'expériences, les assises du café ont connu la participation du Fonds français pour l'environnement mondial. On est vraiment très convaincus que c'est l'échange d'expériences, la capitalisation, les leçons tirées, non seulement des réussites, mais des échecs qui feront avancer. Les résolutions ici prises vont contribuer à un meilleur financement des aires protégées en Afrique. L'Infosec de Cotonou abrite une formation de 10 jours à l'intention des agents du secteur de la planification et des statistiques de l'administration publique. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour une meilleure élaboration et évaluation des politiques publiques de développement. William Aguiar. Depuis 2005, le Bénin est passé de l'utilisation des instruments de gestion axés sur les moyens au mode de gestion axé sur les résultats avec pour exigence la redevabilité. Un principe qui fait encore défaut dans la planification des politiques de développement. L'atelier de Cotonou veut donc pallier cette insuffisance à travers la formation de ces agents de l'administration ayant en charge la planification et les statistiques. La plupart d'entre vous viennent de nos DPP. Et la présente formation que la CEA nous offre pourra nous fournir les armes, vous fournir les armes pour être en mesure de convaincre vos vis-à-vis lors des cadrages budgétaires et des séances de reddition de comptes. La CEA, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle est le bras opérationnel de cette formation qui vise à soutenir les pays africains bénéficiaires du programme à mieux orienter leur politique de développement. La réalisation des objectifs nationaux de développement d'un pays exige des mécanismes plus solides de redevabilité. Ceci exige à son tour un modèle de partenariat national afin d'améliorer la transparence et permettre l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. C'est la raison d'être et l'essence de ce projet. Durant les 2 semaines
que va durer cette formation, les différents experts identifiés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, identifiés pour leurs compétences et leurs expériences avérées, échangeront avec vous sur, entre autres, modules à savoir l'intégration de la redevabilité dans la planification du développement, les outils statistiques pour une planification axée sur la redevabilité, l'évaluation des politiques publiques comme outil de gestion du développement national axé sur la redevabilité. Une longue liste de thématiques qui va à terme contribuer à l'amélioration des capacités des institutions nationales de planification et de statistique. Et puis, dans le cadre de la relance du secteur de l'enseignement technique et formation professionnelle, un lycée technique verra donc le jour dès la rentrée prochaine à Tchaourou pour s'assurer que le site est prêt à accueillir les apprenants. Le ministre en charge du secteur, Marion Capo, a effectué une descente sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Il avait à ses côtés le préfet du Borgou et le maire de Tchaourou, Doris Nathalie Olavi. Nous sommes ici sur le site qui abrite le lycée technique et professionnel de Tchaourou. Après une visite guidée du ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, ce centre autrefois fermé va ouvrir à nouveau ses portes aux apprenants dès la rentrée prochaine. Et dans le processus de la relance du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons décidé de rouvrir ce lycée pour que les apprenants puissent continuer d'être formés. Nous sommes venus là maintenant pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous avons constaté que les travaux avancent considérablement pour que nous puissions effectuer une rentrée. Tout n'est pas au point certes, mais des dispositions sont prises pour rendre opérationnel l'établissement. Les prévisions sont faites pour que tout ce qui peut nous permettre d'effectuer la rentrée académique prochaine ici puisse se faire. Dans tous les cas, les dispositions sont prises. La rentrée aura lieu ici dans 4 métiers. Métier d'électrotechnique, métier du bâtiment et des travaux publics, métier de la comptabilité et de la mécatique, et puis le métier du numérique. Donc voilà les métiers qui seront ouverts ici pour que nos apprenants puissent continuer leur formation. Et je voudrais demander aux parents d'être rassurés que la rentrée aura lieu. Ils n'ont qu'à commencer à préparer leurs enfants pour qu'ils puissent venir s'inscrire. À partir de la semaine prochaine, une administration sera mise sur pied pour leur permettre d'être accueillis dès qu'ils vont venir. Donc tout redémarre ici. Le maire de Tchaourou se réjouit de la bonne nouvelle et invite d'ores et déjà les parents à inscrire massivement leurs enfants. D'abord, au nom de toute la population de Tchaourou, je tiens à remercier le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour donc tout ce qu'il fait pour que la commune de Tchaourou puisse être mise sur l'orbite du développement. Pour la population, c'est pour donc dire qu'il ne faut plus perdre le temps pour venir inscrire les enfants. 4 corps de métier seront donc enseignés au lycée technique et professionnel de Tchaourou, ouvert aux apprenants titulaires de leur BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.